Ah oui, Très bien. Voilà la lumière parisienne, la lumière française apparaît. voilà. Il y a la mort d'Élisabeth, il y a la mort de Jean Gaudin, mais voilà la lumière Ah, Jean-Luc Godard, française oui. apparaît de nouveau. Allez, à toi, Jean-François. C'était un ami de la Palestine, hein, Jean-Luc Godard. Non, Contrairement, c'est l'extrême droite, non? contrairement à la reine d'Angleterre. La reine, oui, mais lui, non, je pense pas. Hmm. Allez, à toi, Jean-François. Donc, je suis pour les traductions artisanales, hein, les traductions qu'on fait avec un dictionnaire, un texte, un dictionnaire et un écran. Bon, et ce qui me semble important maintenant avec l'Internet et l'informatique, c'est d'utiliser toutes les ressources d'Internet. Hein. Il y a d'excellents sites, la plupart des grands dictionnaires sont en ligne. Je pense qu'il faut les utiliser massivement pour améliorer son français. Il y a aussi énormément d'outils qui sont très performants, qui sont très bien faits. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent aux étudiants, aux élèves, aux jeunes élèves, attention, ne vous servez pas des écrans, prenez votre stylo, etc. Oui, c'est bien de garder une pratique d'écriture à la main, mais il faut aussi savoir bien se servir d'un clavier et de toutes les ressources de l'Internet. Ça vraiment, ça me semble, il faut bien les maîtriser, il faut faire des catalogues des bibliothèques virtuelles, se constituer des bibliothèques virtuelles pour la traduction. Il y a beaucoup de... J'avais rencontré des étudiants persans, voilà, qui faisaient je ne sais plus comment ça s'appelle, ces fichiers informatiques où il y a des grilles, je ne sais plus comment on dit, euh, qui permettent de stocker des tas de ressources linguistiques. Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bon, moi, j'ai toujours, si vous voulez, essayé je traduis depuis 75, hein, fin 74, début 75. Ça fait donc quand même pas tout à fait 50 ans, mais presque 50 ans. J'ai toujours essayé j'avais des traductions alimentaires pour compléter mon salaire de professeur, pour gagner ma vie, ça sûrement, des traductions techniques, des traductions médicales, des traductions architecturales, c'était mes deux domaines de prédilection, hein, l'architecture et la médecine. Et ça, c'est une chose, mais j'ai toujours essayé de faire du conseil auprès des éditeurs des revues et de leur conseiller des traductions. Alors souvent sans succès, mais c'est pas parce que on ne réussit pas quelque chose qu'il ne faut pas persévérer. J'ai conseillé beaucoup d'éditeurs en leur disant voilà, ça c'est un livre qu'il faudrait traduire en français. Je pense il faut essayer dans la masse énorme des textes qui paraissent, hein, c'est toujours plus important et toujours, on est parfois submergé. Hein. Il faut essayer, c'est pas facile de faire un choix et de trouver des textes abordables, euh, pas trop longs, des petits articles ou des grands articles plus que des livres et essayer de les rassembler sur des sites. Voilà, c'est ça mon idée et je pense que je ne veux pas me mettre à votre place, hein, bon, mais il me semble que pour les Palestiniens,
la grande affaire, c'est quand même de traduire des textes qui ont un rapport avec l'histoire. C'est pour ça que je vous ai présenté Philippe, qui m'a dit de bien vous saluer et il travaille très fort d'arrache-pied à la version courte de son livre, mais il a des problèmes, il ne sait pas très bien se débrouiller avec l'informatique et sa femme qui est malade en ce moment et elle ne peut pas trop l'aider. Mais il m'a dit qu'il avait des amis qui allaient venir le voir ce week-end et qu'il pensait pouvoir vous livrer très rapidement une version courte de son livre, hein, 150, 180 pages. Ça me semble de première utilité de faire des traductions de textes historiques. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à plaindre les Palestiniens de ce qui leur arrive, mais l'important, bon, la plainte, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, hein. C'est ça qui me semble de première nécessité, hein, quand on faut faire des diagnostics, comme on dit en médecine, de la clinique. Il faut étudier le cas et voir qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les causes de la maladie, de la mauvaise santé, des troubles. C'est ça qui me semble nécessaire de faire. Alors, il y a un certain nombre de textes qui peuvent, euh, qui peuvent être traduits en arabe et circuler, peut-être pas sous forme de livre, mais peut-être sous forme de fichiers informatiques, hein, sur des sites. Bon, il m'a dit, donc, lui, il vous aidera, hein, financièrement pour la traduction, Philippe, il l'a dit. Et c'est quelqu'un de très sûr, vous avez vu comment il est, hein, c'est pas un plaisantin, hein, donc quand il promet quelque chose, il tient, hein. Je connais d'autres gens dont je pourrais vous donner les coordonnées qui ont des textes qui touchent à l'histoire du Moyen-Orient, qui pourraient éclairer la situation. Alors, il y a un autre problème qui se pose, et ça, je ne le sais pas, je ne sais pas comment le résoudre. Vous savez que l'arabe, la langue arabe, il y a beaucoup de darija, beaucoup de dialectes. Il y a la fosha, mais qui est parlée par simplement les élites littéraires. Et puis, il y a un arabe moyen, l'arabe médian. Alors, je ne sais pas quels sont vos choix de traduction. Quelle langue vous privilégiez pour… qu'est-ce que c'est que les Grecs parlaient de la koiné, c'est-à-dire le grec qui était parlé par tout le monde, quoi, dans toute la zone d'influence des Grecs, hein. Quel est l'arabe qui est propre à rassembler la koiné des locuteurs arabes aujourd'hui? Alors là, vous pourriez m'apprendre des choses et puis bon, moi je pourrais orienter mes recherches un peu en fonction de ce que vous me direz, voilà. Bon, je pense qu'il faut, contrairement à Pierre Hillard, qui est un homme de monologue, moi je suis plutôt un homme de dialogue. Et il fait de très bons monologues, hein. Je vous conseille vivement son émission que je vous ai envoyée sur la reine d'Angleterre. C'est extrêmement instructif, hein. Euh, mais moi, je vois les choses un peu différemment. Moi, je vois les choses, je pense qu'il faut chercher la vérité dans le dialogue. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. C'est ma formation de professeur, et puis c'est aussi les dialogues platoniciens, c'est toujours c'est des dialogues, voilà, ça se fait. On cherche la vérité, mais dans un dialogue. Et Platon disait, dans le Théétète, il disait, mais la philosophie, vous savez ce que c'est? C'est le dialogue de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire que même quand on est tout seul, chez soi,
devant son ordinateur ou devant ses livres, devant ses cahiers, eh ben, on vient une sorte de dialogue intérieur. Voilà. Alors, bah, je vous écoute. Vous avez sûrement des choses à me dire, à me demander. Et En j'ai tout cas, peut-être merci beaucoup, des Jean-François. petits- D'abord, on souhaite le bienvenu à Ola Saleh Irawan et N. C'est qui N? Nejma ou c'est qui? N. Pardon, C'est qui N? N? J'ai pas compris. Je sais, N, c'est qui? C'est quoi? je sais pas. Qui? Oui, c'est Nejma. C'est Nejma. Bonjour tout le monde. C'est Nejma. Que de problèmes, Nejma. Toujours en retard, Nejma. Oui, c'est bien que je me suis. Ça veut dire, je me suis rendu Ah, compte. N, d'accord, j'ai compris. Ah oui, Oui, mais c'est Nejma. c'est pas un retard. C'est ce que les Allemands appellent le quart d'heure académique. C'est-à-dire Oui, pour avec aller. un quart Ah, d'heure c'est bien. Donc, je suis à l'heure. Je suis avec à un quart l'heure, d'heure hein. parisien, un quart d'heure gazaoui, donc 1 heure. Donc, Jean-François, on va te mettre dans le contexte de l'échange parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, on a commencé la semaine dernière une formation sur la traduction, d'accord? Et toi, tu es la privilège comme ami de Gaza de faire la première échange. On a une liste de 3-4 intervenants algériens, français, spécialistes de la traduction. Et Oui, donc, toi, tu es le premier parce que c'est demain qu'on va continuer. Et parce que je suis le plus les jeunes, ancien, dis-le, hein. oui, les jeunes, ils ont commencé à faire beaucoup d'efforts, ils envoient le texte, donc ils sont très sérieux. Et donc, l'idée, c'est avoir des techniques de traduction. C'est vrai, comme tu as dit, il y a une particularité de la langue arabe. Euh, pour répondre à la question, c'est toujours la langue écrite. Le dialecte, ça veut dire la langue dialecte, plusieurs dialectes dans les 20 pays arabes, mais la langue officielle, c'est la langue écrite. Il y a une seule langue, c'est la langue d'islam, c'est la langue de Coran. Donc, il n'y a pas plusieurs langues écrites, il y a une seule langue. Donc, mais pour l'interprétation, pour l'oral, il y a plusieurs langues. Ça, il y a mais pour l'arabe classique, arabe écrite, il y a une seule langue, c'est la langue arabe. Donc voilà, c'est nous on travaille sur la langue d'administration, la langue de travail, la langue de traduction, c'est la langue arabe écrite officielle. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord. Bon, ben, Donc voilà, pour les gens qui sont arrivés un peu en retard, Jean-François, il a parlé de 12 points très importants. Je vais faire un résumé pour les autres. Et lui, comme il a dit, comme professeur, comme traducteur, il traduit donc depuis 75 ans, depuis presque 50 ans. ah Il a non, parlé non, depuis 50 ans. 50 ans, c'est ça. Donc il a parlé de 10 points très importants. Il ne faut pas faire confiance au logiciel tout le temps. Donc il faut travailler d'une façon. Donc il faut utiliser les dictionnaires. Tu me corriges, Jada. De profiter de toutes les sources électroniques. Il faut réviser, vérifier le texte. Il faut lire, il faut chercher. Il faut s'entraîner à des petits textes comme ça selon notre Ah oui. centre de loisirs. Par exemple, pour la Palestine, il y a des articles historiques et juridiques pour la particularité de la Palestine, ça veut dire pour l'histoire. Il a parlé de son ami Philippe qui veut traduire son livre de français vers l'arabe. On a déjà parlé, on en parlera demain. Et il a dit de consulter les sites utiles pour voir la particularité. Il a parlé de la particularité de la langue arabe. Et voilà, en général. Donc, puisque c'est la première rencontre, si vous avez des questions précises à Jean-François, donc il est aujourd'hui avec vous pour échanger sur les techniques de traduction. Et vos écoutes. Dans l'ensemble, je crois qu'il ne faut pas se rester trop près de. Il ne faut pas faire de mot à mot, parce que les mots à mots, c'est souvent difficile à lire. Il faut comprendre le texte et savoir le recréer dans une autre langue. Voilà. Quand on est trop proche du texte, souvent, on demande un effort inutile au lecteur. Il me semble. C'est l'expérience. Je n'ai pas toujours pensé ça, mais maintenant, je pense comme ça. Voilà.
il faut prendre un peu de recul et de distance par rapport au texte. Mon père avait un copain, Jean Amsler, qui était un très bon traducteur. Alors, il traduisait Günter Grass. Günter Grass, vous le connaissez peut-être, il a écrit un très beau poème juste avant de mourir sur la Palestine. Et il a été accusé de tous les maux de la terre. Et ce traducteur disait, il racontait ça à mon père, il disait, je lis le livre, je suis comme ça, je lis une page de Günter Grass, je ferme le livre, je me tourne vers mon écran et je traduis en français d'après le souvenir que j'ai de la page que j'ai lue. Voilà. Et ça donne à ces traductions une très grande fluidité. Alors, bon, lui était un type génial, hein, Amsler. Hein, c'était un très grand traducteur. Peut-être qu'on peut faire ça quand on a de la bouteille, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup d'expérience. Peut-être que ce n'est pas conseillé à des jeunes traducteurs, mais il faut essayer que la traduction ait une allure un peu naturelle. Voilà, je crois. Ça, on ne soit pas, il ne faut pas s'embarrasser des détails. Voilà, je ne crois pas. Je vous dis, j'ai un peu varié sur ces questions. Je n'ai pas toujours pensé comme ça, mais maintenant, je pense comme ça. C'est le traducteur âgé qui vous dit ça. Allez, Ola, je voulais poser une question là, à toi. Je suis totalement d'accord avec Monsieur Jean-François. J'ai déjà essayé cette traduction. J'ai fait la même chose. Je lisais le texte. Après, je tourne mon dos et je faisais la même chose. Il faut bien se pénétrer du texte. Hein. Il faut bien le lire. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre et le réécrire par notre langue arabe du Coran. Voilà. Courante, fluide et lisible. Oui, il me semble que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi, j'ai fait la même chose. Ça fait avant 10 ans. J'ai essayé de traduire c'était un petit livre et j'ai réussi à le faire. Vraiment. C'était pas très facile, mais cette façon était vraiment évidente. Elle était efficace de lire le texte et le comprendre et le réécrire par la langue arabe. C'était la façon la plus facile et la plus efficace. C'est ce que j'ai souvent dit à des jeunes traducteurs. Il faut vraiment bien comprendre le texte parce que si vous ne le comprenez pas, eh bien, votre traduction, elle sera incompréhensible. Voilà. Et ça va changer le sens général de livre ou du texte. Et ça va surtout brouiller complètement le sens. Personne n'y comprendra rien, quoi. Voilà. Vraiment, vous avez raison. Je suis vraiment d'accord avec vous. Et la compréhension d'un texte, ça demande un certain temps. Il faut le lire plusieurs fois, il faut chercher des choses, consulter des gens à propos des difficultés qu'on rencontre. Alors, pour les textes en français, vous pouvez toujours me consulter. J'ai une grande habitude de la lecture des textes français et de l'explication des textes français à des étudiants. Bon, mes étudiants, ils sont surtout d'origine soit du Maghreb, soit du Moyen-Orient, soit de Iran, Syrie, voilà. Et donc, il faut, avec eux, je travaille comme avec vous, soit par Zoom, soit par WhatsApp. Et donc, je suis toujours disponible. Hein. Je me lève tôt le matin
Je vois que vous êtes aussi, vous vous levez tôt le matin, je vois, sur WhatsApp. Et je suis toujours disponible, je réponds, bon, sauf si je suis pas bien un jour ou deux, bon, sinon je réponds tout de suite. Il me semble que vraiment, il faut faire porter un effort tout particulier sur l'histoire du Moyen-Orient. On appelait ça avant la question d'Orient, hein, toute la question du Moyen-Orient, on appelait ça la question d'Orient. Maintenant, on appelle ça la question du Moyen-Orient. Je pense qu'il faut faire un gros travail avec les historiens. Alors, il faut se méfier parce que il y a des historiens manipulateurs hein, qui essayent de vous faire passer des choses fausses pour des choses vraies. Hein. Bon, donc il faut être attentif aux manipulations. Qui veulent vous faire prendre, les Français disent, ils veulent vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Voilà, ça existe beaucoup. On le voit bien là avec la guerre en Ukraine. Hein. Il y a des manipulations multiples, hein. Il y a des assauts de propagande de guerre. Bon. Vous avez d'autres questions? Nejma, non? Je ne sais pas, oui, bonjour tout le monde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que pour la traduction, surtout pour les textes qui, par exemple, une histoire, des contes, des petits livres, oui, c'est très intéressant de comprendre le contenu, le contexte, et puis traduire. Ça sera plus facile, même pour la personne qui va traduire, au lieu de traduire mot par mot, ce qui peut, ça veut dire risquer de tomber dans une des erreurs ou de tomber dans la mal traduction. Mais ça, je crois que ce n'est pas valable pour la traduction, par exemple, juridique, des textes juridiques ou des textes de la traduction médicinale. Voilà. Donc, c'est très important voilà, d'indiquer ça, surtout pour les traducteurs qui sont récents ou nouveaux sur le territoire de la traduction. Ah oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est une très, très bonne idée. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai essayé, et en fait, j'ai passé un examen de traduction et j'étais un petit peu, moi, je suis avec la compréhension du contenu du texte et en fait, traduire ça veut dire la façon dont j'ai compris, ça veut dire ne pas sortir du contexte. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Peut-être c'était ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais c'était le même contexte, les mêmes idées. Mais ce que je conseille, c'est une bonne idée pour moi, mais je préfère que ce soit juste pour les textes, les contes, les textes, par exemple, des histoires, des contes, des livres. Mais pour tout ce qui est juridique, tout ce qui est médicinal, voilà, je préfère, c'est au moins garder les phrases, la traduction des phrases. Voilà. Alors, pour le médical et le juridique, j'ai fait un peu de juridique, mais pas beaucoup. Je ne suis pas extrêmement bon en droit. Hein. Mon père était un très, très bon traducteur juridique, mais bon, je n'ai pas, j'ai pas hérité de sa connaissance du droit. Mais moi, c'est plutôt l'architecture, l'urbanisme et puis la médecine. Alors, il faut absolument, on peut pas traduire les mots et les phrases et les chapitres et les livres et les articles à coup de dictionnaire. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut apprendre l'architecture, il faut apprendre la médecine. Hein. La médecine, ça fait maintenant, je ne sais pas, une quarantaine d'années que je me suis intéressé à l'histoire de la médecine, aux théories de la médecine.
je ne vous dis pas que je suis également compétent dans tous les domaines, hein. Je m'aperçois même d'ailleurs que j'ai de plus en plus de difficultés parce que la médecine devient d'une technicité extrême et j'ai de plus en plus de mal à comprendre les textes médicaux. Alors, pour l'architecture, j'ai plus de facilité, puis je connais surtout j'ai des étudiants architectes en Iran qui sont bons et qui m'aident. Mais il faut vraiment se plonger dans la discipline. Il ne faut pas se contenter de lire des dictionnaires bilingues d'architecture et de médecine, hein. Il faut lire des livres de médecine, des livres de vulgarisation, mais aussi des livres un peu spécialisés. Il faut en lire beaucoup, hein. Moi, j'en ai lu des centaines, voire des milliers, hein, dans ces deux domaines-là, hein. Il faut avoir une vue un peu, comme je dirais, un peu panoramique de tout ce qui se fait, hein, dans un domaine particulier. Alors, par exemple, en ce moment, je suis beaucoup j'ai beaucoup étudié tout ce qui touche autour de la radiologie et de l'imagerie médicale, parce que c'est un domaine en pleine expansion, l'imagerie et les techniques d'imagerie qu'on appelait radiologie, mais il y a beaucoup d'autres techniques d'imagerie que la radio maintenant, et il n'y a pratiquement plus une opération, mais la moindre opération, même le soin d'une dent qui ne se fasse sans l'assistance de la radiologie. Donc et d'ailleurs, les gens qui veulent gagner de l'argent aujourd'hui, ils ouvrent un cabinet de radiologie, hein. En France, c'est comme ça en tout cas. Euh, la radiologie a pris une importance énorme. C'est elle qui permet de visualiser les choses et de les visualiser, comme on dit